Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 3 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire honorée aux mondiaux d'athlétisme de Birmingham. Les Ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou décrochent respectivement l'or et l'argent à la finale des 60 mètres tenue la nuit dernière en Angleterre. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, qui a officiellement pris fonction le 1er mars dernier au Nigeria, a rencontré le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien lui a promis tout son soutien pour la réussite de sa mission. Ici en Côte d'Ivoire, s'est tenue ce samedi matin une marche du côté du CHU d'Angré, dans la commune de Cocody, en hommage au petit Bouba, l'enfant Traoré Aboubaka, assassiné il y a quelques jours. La procession a été suivie d'un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs. Au Burkina Faso, 24 heures après l'attaque contre l'ambassade de France et de l'état-major des forces armées, le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a visité les sites attaqués par les terroristes. Ouagadougou se remet peu à peu. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Pourquoi et comment prendre en compte la dimension culturelle dans le processus de développement? C'est une réflexion à laquelle nous invite M. Ludovic Ipou à travers son essai littéraire intitulé « Les enjeux culturels du développement ». Notre invité de la page culture de ce samedi est expert culturel et chef de projet senior au BNET, Bureau national d'études techniques et de développement. Ce soir, il nous dira comment la culture peut-elle booster ou freiner le développement. Bienvenue, Monsieur Ludovic Ipou, sur notre plateau. Bonsoir, madame. Alors, vous avez décidé de nous parler aujourd'hui des enjeux culturels du développement. Mais quel est l'intérêt d'une telle thématique? La culture peut être un frein ou un accélérateur du développement. Pendant longtemps, on a considéré le développement comme un synonyme de la croissance économique. Aujourd'hui, de plus en plus, de nombreux experts admettent que le développement est multidimensionnel. Il comporte une dimension évidemment économique, mais aussi politique, sociale, technologique, scientifique et culturelle. Et culturelle. Oui. Et la suite, ce sera dans une trentaine de minutes. Vous nous direz comment la culture peut freiner ou booster le développement. Ce sera dans une trentaine de minutes exactement. Tout à l'heure, M. Ludovic Ipou. Tout d'abord, revivons cette soirée magique d'hier aux mondiaux d'athlétisme de Birmingham. La Côte d'Ivoire a été honorée. Les Ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou ont décroché respectivement les médailles d'or et d'argent à la finale des 60 mètres. Muriel Aouré remporte le titre de championne aux 60 mètres et Talou est vice-championne. Salif Ouattara. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Deux bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aouré et 7 secondes 5 centièmes pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aouré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-Josée se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Schippers et la jamaïcaine Hélène Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Voilà, tout comme tous les Ivoiriens, le président de la République n'a pas caché sa joie après cette belle performance réalisée par les sprinteuses Muriel Aouré et Marie-Josée Talou à Birmingham. Le président Alassane Ouattara les a félicités. Il a dit, et je cite, « Nous sommes fiers de vous ». Fin de citation. Autre événement heureux, la Chine et la Côte d'Ivoire célèbrent leur coopération. 35 ans de relations diplomatiques. Les deux pays amis s'en félicitent et s'engagent à les renforcer. Le 35e anniversaire de leur coopération vient justement d'être célébré ici à Abidjan, l'Hôtel Ivoire, en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Témoignage signé Herman Guivi. Le 2 mars 1983, la Chine et la Côte d'Ivoire procédaient à l'établissement de leurs relations diplomatiques. 2 mars 2018, 35 ans plus tard, cette coopération se porte bien. Mieux, elle n'a cessé de se renforcer au fil des années. Le 35e anniversaire du rapprochement des deux États, célébré en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, avec à leur tête le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan.
Une occasion pour faire le bilan de la coopération sino-ivoirienne. En donnant son soutien financier dans de nombreux projets structurants en matière d'infrastructure, la Chine est devenue le premier pays source de financement de la Côte d'Ivoire. La réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré, la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, l'extension du port autonome d'Abidjan, l'installation du système de vidéosurveillance dans la ville d'Abidjan, l'extension du réseau national ivoirien d'électricité et l'adduction d'eau dans la ville d'Abidjan, pour ne citer que cela, ont tous contribué à accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Selon l'ambassadeur chinois, le volume des investissements de la Chine destinés à la Côte d'Ivoire se chiffre à environ 100 milliards de francs CFA. En 2017, le volume des échanges commerciaux est estimé à environ 900 milliards de francs CFA. La Chine est présente dans divers secteurs d'activité, notamment le numérique et la communication. Sans conteste, la Côte d'Ivoire a beaucoup à apprendre de ce grand pays qu'est la Chine, pays qui démontre qu'avec l'union, la discipline et le travail, tout est possible. L'ambition de Monsieur le Président de la République est en effet de moderniser notre économie par son industrialisation en transformant ici, en Côte d'Ivoire, nos productions agricoles et nos ressources minières grâce à un partenariat ivoiro-chinois avec un accès préférentiel au vaste marché que représente la République de Chine. Pour 2017, plus de 7500 visas chinois ont été délivrés à la partie ivoirienne avec l'intensification des champs de formation. Cette célébration a été marquée par la présentation d'un timbre symbolisant le rapprochement entre les peuples chinois et ivoiriens. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Aubrou, qui a officiellement pris fonction le 1er mars dernier au Nigeria, a rencontré le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien lui a promis tout son soutien pour la réussite de sa mission. Ici en Côte d'Ivoire, s'est tenue ce samedi matin une marche du côté du CHU d'Angré dans la commune de Cocody en hommage au petit Bouba, l'enfant Traoré Aboubakar, assassiné il y a quelques jours. La procession, vous allez le voir, a été suivie d'un recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs à un lieu symbolique. Le témoignage de David Soyo et Michel Digré. Comme une étoile dans le ciel, je te vois sourire depuis les nuages. Si son destin a croisé celui de la mort à l'âge de 4 ans, Bouba aura réussi en quelques jours à graver son nom dans le cœur des Ivoiriens qui, à l'unisson, le pleurent ce jour aux alentours du site où son assassin l'avait enseveli après son forfait. Bouba, à 4 ans, il récitait l'hymne national. Il chantait l'hymne national de Côte d'Ivoire normalement et il le faisait même en poésie. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan, ils ont tenu à rendre un dernier hommage à Bouba à travers une marche pour dire non au phénomène d'enlèvement des enfants. C'est important que ce rassemblement ait lieu, d'abord pour marquer notre indignation, pour marquer notre accompagnement à la famille, parce que c'est important qu'elle ne se sente pas seule. Et il est important aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas impunément faire du mal à des enfants. Qu'il y ait une synergie entre les autorités, les populations, les parents, les familles, les voisins, qu'on se retrouve pour essayer de voir comment enrayer ce fléau. La famille, encore sous le choc de l'assassinat, reste digne dans la douleur. Bouba n'est pas mort, Bouba est toujours avec nous. Je remercie tout le monde entier, tous ceux qui ont tenu à faire le déplacement aujourd'hui en faveur de Bouba, qu'Allah fasse que toutes ces personnes-là soient fortifiées. Le gouvernement ivoirien a marqué sa présence aux côtés des marcheurs. Tout à l'heure, je l'ai écrit dans le livre d'or. Ces enfants sont l'avenir de notre pays. Ils ne doivent pas subir ce genre de situation et nous ne disons plus jamais ça. Chacun de nous doit être vigilant. Partout où nous verrons un enfant, nous avons le devoir de protéger cet enfant-là.
Si le petit Bouba pouvait parler une dernière fois, il dirait certainement à son assassin avec ce signe de la main: j'ai triomphé sur ton acte, tu m'as ôté la vie, mais pas l'amour des Ivoiriens. À jamais gravé dans ma mémoire, tu resteras. À jamais gravé dans ma mémoire, la femme restera. Et les Ivoiriens te porteront toujours dans leur cœur. Adieu, un petit Bouba. 103 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire, après plusieurs années d'exil. À leur arrivée à Sipilou, ils ont été pris en charge. Ce convoi s'inscrit dans le cadre du rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et ses partenaires. F. Bouy. 2002. Je suis heureux de rentrer dans mon pays. Comme la guerre est finie, je rentre dans mon pays. Même si je n'ai rien derrière moi, je préfère rentrer dans mon pays. Je suis sorti depuis 2002. Je vois que la paix est rentrée dans mon pays, c'est pourquoi je rentre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 2004. Aujourd'hui, vraiment, parce que je vois qu'il y a la paix chez moi. Chacun est mieux chez soi. Félix, Sylvain et Sidiki font partie des 103 Ivoiriens qui viennent tout juste de rentrer au Bercail après plusieurs années d'exil en Guinée. Foulant pour la toute première fois le sol de la mère patrie, après tout ce temps, ils sont remplis d'espoir. Je suis rentré, c'est pour me chercher et vraiment continuer ma vie maintenant dans mon pays. Je suis venu, c'est pour aussi venir construire mon pays, venir encore vraiment faire mettre en place aussi les expériences que j'ai acquises aussi en Guinée. Les autorités ivoiriennes rassurent que leurs préoccupations liées à leur réinsertion socio-économique sont déjà étudiées. Ce convoi est le tout premier de l'année 2018. C'est un rapatriement volontaire organisé par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et ses partenaires. Ça passe par d'abord des campagnes d'information sur les sites des réfugiés pour leur parler un peu de la situation qui prévaut au pays. On les enregistre parce que c'est un rapatriement volontaire, ce n'est pas forcé. Dès qu'ils ont une information suffisante pour entrer, ils prennent la décision et nous, on fait la facilitation. Accueillis au poste frontalier de Sipilou, ils ont passé une nuit dans le camp de transit de Danané avant leur destination finale dans leurs localités respectives. Pour les aider à démarrer une nouvelle vie, ils reçoivent une dotation financière et une ration alimentaire pour 3 mois. Ces 103 ex-réfugiés sont composés de 40 hommes et 63 femmes. La jeunesse de la sous-préfecture de Bouko, dans le département de Bouna, est reconnaissante au président de la République. Une journée d'hommage a été organisée en vue de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement et surtout renforcer la cohésion qui refait surface dans leur région. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Les visites effectuées par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Bunkani, a relancé véritablement le développement de cette région. Mais sa dernière visite a davantage renforcé la cohésion après la crise communautaire qui a secoué le Bunkani. Aujourd'hui, le village de Bouko, situé dans la région de Bunkani, dispose de nombreuses infrastructures de développement. Tout ceci grâce aux actions du président de la République. Une journée d'hommage et de reconnaissance est organisée par la jeunesse de cette sous-préfecture. Ces jeunes lobbies, Malinké, Koulango et Peul, s'engagent à renforcer la cohésion sociale et à accompagner cette politique de développement. Le président, dans sa mission de chef d'État, a posé des actions concrètes. Il revient à nous, population de Bunkani, de pérenniser ces actions. Ces actions, c'est de renforcer la cohésion sociale. C'est d'unir nos forces afin de pérenniser ce que le président nous donne comme développement. Cette initiative des jeunes est soutenue par les autorités coutumières et politiques et par l'ensemble des cadres de la région de Bunkani, qui exhortent les jeunes à s'investir davantage dans la lutte contre la pauvreté. Le directeur de cabinet de la ministre Kabani Ali a invité les jeunes à l'union et à la solidarité tout en préservant la paix sociale qui prévaut dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous a donc été pris pour des actions sociales dans les mois à venir dans cette sous-préfecture afin de réduire le taux de pauvreté. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, met en mission des militants du parti. Ils ont été investis ce samedi. Leur rôle sera de parcourir tout le pays pour redynamiser la base du PIT. Ahmed Traoré, Hermon Divé. Responsables des coordinations régionales, secrétaires régionaux de fédération, chefs des délégations départementales, communales et sous-préfectorales,
Ils étaient tous présents ce samedi 3 mars au quartier général du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, pour prendre part à la cérémonie de leur investiture. Leur mission, investir le terrain afin de réveiller les militants, tièdes ou endormis. Selon le président Seka Joseph, le PIT doit occuper sa place sur l'échiquier national, une initiative appréciée par les militants. Il faut aller sur le terrain, voir les populations, pour leur expliquer les lignes tracées par notre bureau politique. Et alors, partant de là, faire asseoir les sections, des sections, va en découler des fédérations. Le président Seka a opéré un choix à ma personne pour que je représente le PIT et que je fasse l'implantation dont il a besoin. Pour le président du parti, le PIT s'inscrit dans la dynamique de l'évolution du RHDP et entend assumer le rôle qui est le sien au sein de ce groupement politique. Je lance l'appel en direction de tous les partis membres du RHDP à faire en sorte que la paix règne au sein du RHDP afin que le RHDP puisse continuer de maintenir la sérénité, la sécurité, la paix en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse poursuivre son développement vers l'émergence attendue par nous tous. Pour rappel, le Parti ivoirien des travailleurs, le PIT, est un parti de gauche né le 8 avril 1990. Les responsables investis entendent bien parcourir les contrées du pays pour l'accomplissement de leur mission. Au chapitre économie de ce 20h, la BAD, la Banque africaine de développement, et le gouvernement ivoirien, un fonds du secteur privé, un axe majeur de développement et de la croissance de l'économie. Ces deux parties ont procédé au lancement de l'étude de l'écosystème des petites et moyennes entreprises. Objectif, offrir des informations fiables sur le secteur privé en vue de faciliter les outils de financement et l'accès au marché pour les PME. On en sait plus avec Frédéric Olaï et Chekoni. Levier de réduction de la pauvreté et pourvoyeur d'emplois, les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises demeurent un maillon important du secteur privé. Elles sont fragiles faute d'accès au financement et au marché public. À la rescousse du secteur privé ivoirien, la Banque africaine de développement, ses partenaires financiers et techniques, travaillent à développer ce secteur, d'où le lancement d'une étude de l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire. Cette étude sur le profil des TPE et PME ivoiriennes vise à maximiser les actions de la BAD. L'étude porte sur l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire, des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il faut la comprendre, il faut la maîtriser et il faut avoir une perspective dans le futur. Et c'est ce que l'étude va vouloir faire pour permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire, encore une fois, d'avoir des bases solides. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, cette étude va durer 4 mois. Pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, les résultats de ce projet devraient donner des statistiques fiables et précises pour le traitement des questions liées au secteur privé et aux PME. Nous prendrons toute notre place dans le cadre de cette étude à travers notre agence Côte d'Ivoire PME afin qu'on puisse avoir sur le secteur privé, sur les PME, des statistiques fiables qui nous permettent de bien conduire les politiques publiques à l'endroit des PME et PME. L'émergence des PME permettra de booster la croissance économique ivoirienne à travers ce projet, selon l'agence Côte d'Ivoire PME. L'analyse des informations va déboucher sur des recommandations précises et un plan détaillé visant à améliorer le développement du tissu entrepreneurial local, l'accès à l'emploi, à la formation et au financement des petites et moyennes entreprises. Une coopérative construit des écoles pour soutenir l'école obligatoire dans la région du Béré. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou est donc à l'œuvre pour rapprocher l'éducation des enfants de ses coopérateurs. En 12 ans d'existence, cette organisation agricole a réalisé et réhabilité une dizaine d'écoles. Explication avec Soro Corona. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 9 à 16 ans en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ce vœu, cher au président de la République, Alassane Ouattara, passe par la réalisation d'infrastructures d'accueil. Pour accompagner cette politique de l'école obligatoire, des initiatives sont prises par des ONG et autres structures. Dans la sous-préfecture de Tienouboui, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou construit des salles de classe. Les villages de Kokofesso et de Sondougutou
vont bénéficier de 3 salles de classe chacun. Les conditions sont très difficiles. Quand il y a le vent ou bien quand il y a la pluie, nous sommes obligés d'arrêter les cours. Voilà, vu que la bâche qui est là ne peut pas contenir toute l'eau qui tombe du ciel. Ces constructions d'écoles primaires publiques rentrent dans le cadre des actions sociales de cette coopérative. Pour le début des travaux, la coopérative a fait don de plusieurs tonnes de ciment et de chargement de sable. La société coopérative a pour rôle d'aider ses producteurs. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous attelons à aider nos producteurs en leur offrant des écoles primaires parce que l'État ne peut pas tout faire. Les populations bénéficiaires saluent ces réalisations d'infrastructures scolaires, socle de tout développement. En 12 ans d'activité, la société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou a construit et réhabilité une dizaine d'écoles primaires. Augmenter le taux de transformation locale des matières premières reste une priorité pour le gouvernement ivoirien qui entend faire de notre pays un pays industrialisé. Eh bien, pour l'accompagner dans ces projets, l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café cacao, appelle ses membres à la création de petites unités industrielles dans 23 régions du pays. Francis Boifo. Kanga Kofi est le nouveau président du conseil d'administration de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, ANAPROCI. Il veut impulser un nouveau dynamisme au sein de l'association qu'il va diriger pendant 3 ans renouvelables. Ses priorités. La mise en place des centres d'équipement en matériel agricole aux planteurs et au-delà des centres d'équipement agricole, nous allons aussi résoudre le problème de ce qui est les prêts de soudure. Parce qu'on fixe le prix du cacao en octobre, au moment qu'on fixe la rentrée scolaire au mois mi-septembre. La plupart se mettent à prendre des crédits pêle-mêle. Aujourd'hui, c'est une très grande difficulté. D'autres vont jusqu'à brader leurs champs. Donc, il faut pouvoir réduire ça. Le bureau de l'ANAPROCI a l'ambition d'accompagner le gouvernement dans sa politique de transformation des matières premières. En mettant en place les petites unités de transformation. Mais ces petites unités de transformation ne pourront se mettre en place si nous ne sommes pas organisés, s'il n'y a pas un minimum d'épargne levée auprès de nos membres pour que déjà nous puissions engager les études. Et à partir des études, les études nous diront sur les 23 régions de production de façon quadrillée, là où il faut installer ces unités. Des solutions qui pourraient augmenter le taux de transformation des matières premières locales, actuellement de 10 à 50% à l'horizon 2020. On ouvre maintenant la page culture de cette édition avec l'équipe de production de l'émission à succès Bonjour de RTI. Bonjour était à Guiglo et à Tout-le-Pleu, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, vous vous souvenez, l'équipe était à Boaké où les humoristes ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Notre reporter Konepaga Soro nous décrit l'ambiance qui a régné dans toutes ces villes de l'intérieur. Je vais te donner des chansons, tu vas prendre une chanson, tu as compris, non? Salut Ota et puis l'hymne national. Les deux. On prend un qui est malade. Guiglo et Tout-le-Pleu, ces 2 villes situées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont accueilli l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Bonjour. Occasion pour les humoristes de faire montre de leur talent. Sur la scène, ils tiennent le public en haleine. Oh mon frère! Ouais, c'est toi et pas l'angamilema. Autrement, tu nous as pas voir ou bien? Pas ici! Tu nous as pas voir? Regarde, ah bah excusez, je vous ai pas vu puisque je suis myope. Quand tu es à qui? Dit je suis myope. Et dit tu es malade. Chez vous au myope là-bas, il n'y a pas militaire? Présente-toi. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Ludovic Gaïdé. En réalité, si je montre mon texte, je suis à l'état civil. Digbe seri tapé babi basere kwe kadavle kwe damakatsu kame. Dit Dagobert, ma gloire. Un de ces 4 matins, dans un maquis de la place, en train de lever, j'ai commencé à tousser. Lago pensait que c'est parce que j'avais la toux, mais l'odeur de sa bouche, ça pouvait me tuer. La présence de Bonjour à Guiglo et à Tout-le-Pleu, une initiative de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Oloto, fille de la région. Je suis venue ce soir avec un seul message. Le message pour lequel je suis venue, c'est le message de la paix et de la non-violence. Vous voyez, notre région est trop en retard. Pour que le bonheur arrive, il faut qu'il y ait la paix.
Autorités, élus, cadres et population de Guiglo et de tout le Pleu se disent satisfaits des différentes prestations des artistes. Les humoristes entendent garder le cap pour la prochaine étape au stade de Korogo le samedi 3 mars prochain. Et notez cette autre date du 2 au 15 avril prochain. La ville de Beaunois va vibrer au rythme de la 38e édition du Popo Carnaval. Ce festival du peuple abouré va rassembler toutes les entités culturelles de la région du Sud Comoé et de toute la Côte d'Ivoire. La danse Biblé Eya, le défilé des hommes préhistoriques et le Popo Menti annoncent les couleurs de la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Pendant 2 semaines, la ville de Beaunois sera une plateforme d'échange et de brassage des peuples dans toute leur diversité. Cette édition du Popo Carnaval va abriter un village de l'intégration africaine. La culture et le tourisme contribuent au développement durable. Et pour y arriver à la célébration de la 40e édition que nous préparons déjà pour 2020 avec l'émergence de la Côte d'Ivoire, qui parle d'émergence, parle d'économie. Et donc, comment démontrer que la culture a sa place dans cette politique d'émergence que prône le gouvernement? Stratégie pour un impact durable des arts, la culture et le tourisme sur l'économie ivoirienne. À travers ce thème, le commissariat général entend contribuer à l'essor des infrastructures touristiques et culturelles dans le Sud Comoé. Pour le premier magistrat de la commune de Beaunois, les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. La mairie accompagne à travers un appui financier et en même temps prête toutes les infrastructures hôtelières, un accompagnement humain, un moyen matériel. La commune est là pour accompagner le grand événement qu'est le Popo Carnaval. Plus de 2 millions de participants sont attendus à ce carnaval qui se tient du 2 au 15 avril prochain. Créé en 1972, le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire est cette année à sa 38e édition. Le Popo Carnaval arbore les couleurs jaune et vert. Il est placé sous le sceau de la maturité. Reportage réalisé par Frédéric Olaï et Serge Coléa. On en arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue, M. Ludovic Ipou. Merci, madame. On vient de voir le lancement de la 38e édition du Popo Carnaval. Oui. Il s'agit de la culture. Tout à fait. Alors, en quoi le Popo Carnaval est lié au développement, peut contribuer au développement? Le Popo Carnaval en tant que festival, c'est ce que j'appelle un moment de consommation culturelle. Pendant un tel événement, nous consommons la culture locale, puisqu'il y a des activités en rapport avec la culture. Alors, gardez la parole, définissez, sinon comment vous percevez la culture et le développement, puisque c'est 2 thématiques que vous développez dans votre essai littéraire. Je comprends la culture comme la vision du monde, la manière de sentir, la manière de penser, la manière d'agir propre à un groupe social, propre à un peuple. D'autre part, on peut définir... Définition générale. De façon générale... C'est la définition que j'en donne. Sinon, l'UNESCO définit la culture comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs propres à un groupe social. C'est la définition officielle, mais qui me semble assez compliquée. C'est pour ça que j'essaie de donner une définition accessible. D'accord. D'autre part, vous disiez? D'autre part, le développement peut être compris comme une accumulation quantitative des richesses produites et qui finit par se transformer en qualité de vie, en bien-être. Et l'accès au bien-être peut se traduire par l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès, à l'information, l'accès à la démocratie. Tout
tout ça, ça fait partie du bien-être et donc du développement. D'accord. Alors, vous demandez à vos lecteurs de prendre en compte la dimension culturelle pour booster le développement. Vous allez nous répondre, vous allez démontrer cela tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à regarder le résumé fait par notre reporter Franck Wadio, résumé de votre essai littéraire, et nous allons discuter par la suite. Les difficultés de l'Afrique, surtout celles freinant son décollage économique, ont plusieurs raisons, dont celle de l'inadaptation culturelle. C'est la substance d'une réflexion de Marcel Zadikessi, ex-président du Conseil économique et social, au cœur de l'essai « Les enjeux culturels du développement » de Ludovic Ipou, expert culturel et chef de projet au Bureau national d'études techniques et de développement BNET. L'intitulé de l'œuvre est explicite de la démarche de l'auteur. L'œuvre est séquencée en 3 articulations principales. Tout part de l'approche du développement. La Côte d'Ivoire a ouvert son économie, ce qui a développé des contradictions culturelles, des contradictions liées d'ailleurs à l'option capitaliste et à l'héritage culturel de la colonisation. Mais la pensée se veut structurée en donnant des pistes pour l'adoption d'une approche culturelle du développement de la Côte d'Ivoire s'appuyant sur l'exemple japonais. 160 pages de démarche didactique, tout en se gardant de jouer les donneurs de leçons. Ludovic Ipou questionne notre histoire et interroge l'avenir au moyen de recettes puisées dans nos traditions. Alors, Monsieur Ludovic Ipou, dans votre ouvrage, vous relevez que la culture peut être un facteur de réussite ou d'échec des projets de développement. Alors, expliquez-nous d'abord comment la culture peut-elle contribuer à la réussite des projets de développement? Parce que moi, je suis bien optimiste. Ah oui, vous préférez commencer par comment on peut réussir à partir de la culture. Et après, on va tirer des leçons sur les échecs. Allez-y. On peut réussir à partir de la culture en prenant en compte les interactions qu'il y a entre la culture et la dimension économique du développement, de façon globale. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a une difficulté majeure à ce niveau, c'est qu'on ne sait pas encore de façon scientifique comment prendre en compte la dimension culturelle du développement. On ne sait pas le faire comme c'est le cas par exemple de l'agriculture. Dans l'agriculture, des experts peuvent vous dire si vous souhaitez mettre une plante dans un sol, des experts peuvent analyser le sol, analyser l'environnement, le climat, la pluviométrie et vous dire de façon précise si la plante que vous souhaitez mettre dans le sol peut réussir ou pas. Alors vous qui avez la solution, sinon les réponses à la question, alors comment on peut inculquer la dimension culturelle pour réussir notre développement? J'en viens. Je voulais d'abord poser le problème et dire que nous sommes dans l'état actuel des choses à un niveau de recherche qui ne nous permet pas de dire avec autorité comment prendre en compte la dimension culturelle du développement. Mais je fais une suggestion. Et la suggestion que je fais, c'est de dire qu'il faut élever le niveau de consommation culturelle. C'est mon opinion. D'accord. Il faut élever le niveau de consommation culturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, il faut régler les comportements anti-économiques qui sont susceptibles de freiner la croissance. D'accord. Quels sont ces comportements anti-économiques? Nous avons, par exemple, notre rapport au temps. Notre rapport au temps, on n'a pas peur d'être en retard. Vous parlez des Africains? Oui, quand on lit votre je parle ouvrage, de notre culture. Vous visez les Africains? Je parle d'abord de la Côte d'Ivoire que je connais mieux. D'accord. Qui est un pays africain. Oui, qui est un pays africain. On n'est pas dérangé par les retards. On arrive en retard au travail, on commence les réunions en retard. Même des cérémonies officielles commencent en retard. Parce que nous avons un rapport au temps qui fait que nous n'avons pas de pression. Or, ce rapport au temps influence négativement notre rapport au travail. Quand vous prenez l'Afrique traditionnelle, dans l'Afrique traditionnelle, nous avons une culture de type communautaire où la solidarité est très forte. Et ce qui soutient cette culture-là, c'est une économie de subsistance qui est essentiellement orientée vers la consommation domestique. Dans ce cadre-là, on n'a pas de pression parce qu'on n'est pas en compétition. Parce qu'on est solidaire. Oui. Le bien de l'autre m'appartient ou bien? Par exemple, j'en viens. Lorsque il y a un décès, par exemple,
on arrête le travail au village. On ne va pas au champ. On va au funérailles. On va au funérailles, ça peut prendre 2-3 jours. Mais c'est normal? Oui, c'est normal. Donc, qu'est-ce que vous dénoncez ici? Et j'en viens. On est obligé d'aller rapidement à cause du temps. Mais dans ce cadre-là, je veux dire, dans ce contexte-là, cette attitude ne pose pas de problème. Mais dans le contexte actuel, moderne, on continue d'avoir la culture traditionnelle. Or, nous avons une économie de marché qui doit être compétitive, c'est-à-dire il s'agit de produire le maximum dans le minimum de temps. Donc on ne peut pas prendre son temps, on ne peut pas perdre de temps. Les funérailles. Voilà. Donc voilà comment notre comportement dans notre gestion du temps peut avoir une influence négative sur notre manière de travailler et donc sur les résultats. Vous parlez aussi, pour aller rapidement, de notre rapport avec le groupe. Oui, tout à fait. Dans notre rapport avec le groupe, dans la culture africaine, on accorde la primauté au groupe sur l'individu. L'individu appartient au groupe. Et donc, le groupe assure la sécurité de cet individu-là. Mais en retour, les biens de l'individu appartiennent au groupe. Il doit donc redistribuer les biens s'il en a acquis suffisamment. S'il a acquis de l'argent, par exemple, il doit avoir un retour de ces biens-là vers le groupe. Mais c'est normal, non? C'est tout à fait normal. Mais cela empêche l'épargne. Or, si on n'épargne pas, on freine l'investissement. Et si on n'investit pas, on ne peut pas assurer la croissance économique. Prenez un cas pratique. Allez rapidement, vous êtes un pédagogue. Rapidement, 2 mots, un cas pratique. Quand vous parlez de notre rapport avec le groupe, quel cas pratique vous pouvez ici relever pour voir ce qu'il y a à dénoncer? Bon, je prends mon cas. Il y a quelques années, au début des années 90, j'ai commencé à travailler. J'arrive chez moi au village. J'ai un peu d'argent sur moi. Et bien sûr, comme je commence à travailler, je suis sollicité. Et donc, je distribue. Je n'avais pas encore fait cette expérience. Et à un moment donné, il me reste que mon transport pour retourner. Mais je ne peux retourner que si j'obtiens le car qui me permet d'arriver directement à Abidjan. Je rate le car, il me faut aller en plusieurs étapes, cela revient plus cher. Et me voici qui, ayant distribué l'argent, je n'ai plus le transport pour retourner. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme solution? Comment allier culture et développement? C'est-à-dire, cette culture africaine, ces traditions, ces vieilles habitudes, comment les adapter pour qu'il y ait développement? Pour qu'il y ait développement, il faut d'abord prendre conscience que certaines valeurs culturelles ne sont plus aptes à produire le progrès. Il faut donc faire des ajustements, tenir compte des exigences de l'économie moderne et ajuster nos comportements, ajuster nos pratiques, ajuster nos choix qui sont culturels à ces exigences économiques. Parce que le développement, il ne doit pas se voir seulement sur l'aspect économique. Il faut pouvoir, comment dirais-je, prendre en compte l'aspect culturel. Donc, pouvoir tenir compte de toutes ces exigences. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Ipou. Merci d'avoir été avec nous. On ne peut pas tout dire ici. Alors, cette œuvre est recommandée, les enjeux culturels du développement. C'est votre premier essai littéraire. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes enseignant et vous avez viré au BNETS. Et donc, vous contribuez de manière culturelle au développement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous allez rester avec nous. On va partir au Burkina Faso 24 heures après l'attaque contre l'ambassade de France et de l'état-major des forces armées à Ouagadougou. Le premier ministre burkinabé, Paul Kabatieba, a visité les sites attaqués par les terroristes. Vous allez le voir, Ouagadougou se remet peu à peu. Herman Djivé. État-major général des armées burkinabé, une sentinelle veille, des bâtiments criblés de balles, des vitres qui ont volé en éclats devant l'intensité des combats entre terroristes et armées régulières la veille. Quand il arrive sur les lieux de l'attaque, le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba découvre un paysage de désolation. Ce que j'ai vu ici, ce sont vraiment des scènes apocalyptiques. Je voudrais, dans un premier temps, m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats qui sont tombés au combat pour la défense de la patrie, pour la défense de la liberté. Une attaque, loin de faire faillir, la volonté affirmée du gouvernement burkinabé à lutter contre le terrorisme. Je voudrais faire comprendre aux terroristes que
rien, je dis bien, rien n'ébranlera la détermination du gouvernement et la détermination de mon peuple, notre peuple, à surmonter l'adversité, à lutter contre les forces du mal et à rétablir la sécurité dans notre pays. Au lendemain de l'attaque, la vie semble reprendre timidement son cours normal dans certaines rues de la capitale burkinabé. Certains habitants portent encore le traumatisme de la veille. Ce qu'on a vécu hier, c'était trop catastrophique, puisque c'était aux environs de 10 heures. On a entendu des coups de fusil, c'était la fuite totale, la désolation totale. Les gens là couraient partout, de gauche à droite. De l'autre côté, on nous dit qu'on a attaqué l'ambassade de France. De l'autre côté, on nous fait savoir que c'est l'état-major. Donc tout le monde était paniqué. On va se battre jusqu'à la fin. C'est notre pays, on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc on est là, on continue à vivre. Le bilan de l'attaque, dirigé contre l'ambassade de France et l'état-major des armées du Burkina Faso par les terroristes, à ce jour, fait état de 8 morts et 12 blessés graves. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention.